Husseïba, à 400 km de Bagdad sur la frontière syrienne. Une ville officiellement sous contrôle de l'armée américaine, comme sont censées l'être presque toutes les villes d'Irak depuis bientôt 7 mois. Hey, faites demi-tour là. Mais ici, comme dans tout le reste du pays, les soldats américains d'abord accueillis en libérateurs sont devenus la cible d'attaques, qui chaque jour alourdissent un peu plus le bilan d'une guerre qui devait être rapide. Pour ce qui est des attaques, depuis qu'on est ici, ça n'arrête pas, surtout en centre-ville. Il faut avoir confiance qu'en son arme et toujours garder l'œil ouvert. En quelques mois, pour beaucoup d'Irakiens, l'armée américaine est passée du statut d'armée de libération à celui d'occupation. Résultat, à Husseïba, les djihadistes n'ont plus aucun contact avec la population. Ils ne patrouillent que terrés à l'intérieur de leurs blindés et entre deux sorties, vivent barricadés derrière les murs de leur quartier général. La police irakienne, formée par les Américains pour assurer la sécurité en ville, n'a pas plus d'autorité. Le capitaine Khalil Abrahim est le troisième responsable du commissariat en un mois. Ses deux prédécesseurs ont été assassinés. Ça, c'était la voiture de l'ancien chef de la police. Un soir, il a voulu rentrer chez lui après son service et un groupe d'Irakiens lui a tiré dessus et l'a enlevé. On ne l'a jamais revu. La présence des Américains à nos côtés nous pose un vrai problème. Les gens nous assimilent à eux, la population ne nous fait plus confiance, on nous prend pour des collaborateurs. Lentement, comme pour beaucoup d'autres villes irakiennes, Husseïba s'est transformé en piège pour les djihadistes américains. Alors, pour tenter de reprendre la ville en main, l'état-major américain a fait appel aux parachutistes de la 82e Airborne. C'est une véritable légende dans l'armée américaine. La 82e, c'est le parachutage sur Sainte-Mère-l'Église en Normandie, c'est le Vietnam bien sûr, mais aussi l'intervention à Mogadiscio en Somalie. Bref, l'élite de l'armée. Ces hommes vont avoir la difficile mission de reprendre la ville en main, d'imposer la présence américaine en patrouillant à pied dans les rues de Husseïba, et de fouiller chaque maison à la recherche de ces terroristes, comme ils les appellent, qui ont déjà fait plus de 150 morts dans les rangs des djihadistes. Je veux voir personne dehors pour le moment. Ils ont des types qui nous espionnent un peu partout, et je veux pas qu'on soit repérés. En attendant, il leur faut s'installer quelque part. Ce sera dans cette maison dont le propriétaire a eu la mauvaise idée de s'absenter. Le sergent-chef Foster est un vétéran, 14 ans de service. C'est l'un des rares à avoir une expérience du combat. La plupart de ces hommes sortent tout juste des rangs. Après un peu plus d'1 an de formation, ils ont été envoyés ici il y a 2 mois à peine pour faire leurs premières armes. Bougez-vous le cul, bande d'anbatés. Toi, tu me vires tous ces meubles dehors, toi, tu me démolis ce mur, et les autres feignants, vous leur donnez un coup de main. Putain, ça commence bien. En un quart d'heure, la maison est vidée pour être transformée en QG. Et qu'est-ce qu'on fait si le propriétaire revient? Les hommes de garde ont à peine le temps de prendre position sur le toit que le ton est donné. Que se passe-t-il? Je crois qu'on tire sur les flics juste en bas. À 24 ans, le lieutenant Brown dirige 36 hommes. Il sort tout juste d'une des plus grandes écoles d'officiers. Un GI déjà en poste à Husseïba lui fait son premier rapport. Le problème ici, c'est qu'ils posent des mines en ville. Le but, c'est de les faire exploser sur notre passage. Que se passe-t-il, lieutenant? Normalement, quand on est mélangé à la population locale, on est à l'abri. Pour atteindre les Américains, les Irakiens évitent de tuer des Irakiens. Mais ici, c'est très différent. L'autre jour, ils étaient en blindé avec un groupe d'enfants et quelqu'un leur a jeté une grenade à fragmentation. Il y a eu des morts irakiens et des blessés américains. Barbelé, sac de sable tranché dans le jardin. Quand il rentre chez lui, le propriétaire découvre les Américains. Bon, on s'installe chez toi jusqu'à ce qu'il y ait la paix dans cette ville. Tu sais qu'on nous tire dessus ici? Hein? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Où est ta famille? Elle est en visite au village chez mon frère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais mes enfants, ils vont à l'école juste derrière.
Je suis désolé pour toi, mais on a besoin de ta maison. Comment ça a besoin? Mais je vais habiter où, moi? Je ne sais pas. Où voulez-vous que je trouve une maison? Où ça? Tu n'as pas de voisin? Si, mais c'est pas chez moi. Et les affaires, là, le frigo, il va être abîmé, vous l'avez mis à l'envers. Le frigo? Ben oui, retournez le frigo, moi je peux pas m'en payer un autre, je suis pauvre. Il veut qu'on remette son frigo à l'endroit. Il dit que sinon ça va bousiller le condensateur ou un truc comme ça. C'est le proprio, je viens de lui dire qu'on réquisitionnait sa maison. Et pourquoi vous n'avez pas tout regroupé dans une pièce? On pouvait pas, mais t'inquiète pas, s'il y a une tempête de sable ou de la pluie, on les mettra à l'intérieur. Finalement, l'interprète, gêné, nous demandera d'arrêter de tourner. Ah, ok. L'homme aura tout de même le droit d'emporter quelques affaires. Il repartira avec un chauffage d'appoint, un magnétoscope pour son fils et une haine contenue, mais un peu plus grande des Américains. Dans la cour, les GIs fraîchement débarqués sont déjà comme chez eux. Nous, on s'en fout qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas. On veut juste qu'ils arrêtent de nous envoyer des terroristes. Tout le monde nous déteste. La Libye, la Syrie, le Liban, l'Iran. Le Canada aussi. Ouais, le Canada aussi. Mais ça vous fait quoi d'être en Irak? Moi je vais te dire comment je me sens. Je me suis marié le 9 août. Un mois plus tard, j'étais envoyé dans cet enfer. On m'a tiré dessus plusieurs fois. Mon meilleur ami s'est fait tuer, 3 autres mecs ont été blessés, l'un d'eux a perdu sa jambe. Alors si tous les Irakiens crèvent, moi je m'en fous. On met en place un gouvernement et on se casse d'ici. Et si jamais ils nous refont des problèmes, on se prend pas la tête, on transforme le pays en un grand parking, on rase tout. Avec des bombardiers. Oui, on bombarde. 3 heures à peine après leur arrivée, les paras de la 82e sont prêts pour leur première patrouille. Certains ont à peine 18 ans. Ils ont besoin de se rassurer. Seigneur Tout-Puissant, protégez-nous tout au long de notre mission. Que votre main nous guide pour nous permettre d'accomplir notre devoir. Qu'elle nous aide à faire notre devoir ici. Nous vous demandons de nous accorder suffisamment de sérénité pour rester maîtres de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Dans les rues de Husaïba, on n'a pas vu d'Américains patrouiller à pied depuis la chute de Saddam Hussein. Mais les plus tendus sont les jeunes GIs. Pour eux, le danger est partout et tout le monde est suspect. Le propriétaire de cette maison est un riche commerçant. Il est soupçonné de financer la guérilla. Venez. Bravo. Tu me mets un mec devant et un autre derrière pour me couvrir. Venez, n'ayez pas peur. Hey, toi le crétin, tu surveilles cette putain de porte et pas le mur. C'est cette maison qui nous intéresse. Si quelqu'un veut me flinguer, c'est depuis cette putain de maison que ça partira. Et attention, doucement, doucement. Allez-y doucement, moi je suis correct avec vous. Hé, toi. Tu recules, tu me laisses faire mon job et tu restes là-bas. S'il revient derrière moi encore une fois, ferme ta gueule. S'il revient derrière moi encore une fois, je lui éclate la tronche et après c'est ton tour. Je veux personne dans mon dos quand je fouille une maison. Je cherche des gens qui peuvent se cacher. Et si je trouve quelqu'un, je m'en occupe personnellement. Vous cherchez des armes aussi? En fait, je cherche tout ce qu'on peut nous cacher. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bougez-vous le cul, les mecs. Seule arme trouvée par les Américains, ce fusil à plomb. Un peu plus loin, la fouille continue, toujours dans le même quartier. Cette fois, un informateur a signalé la présence d'une cache d'armes.
Allez-y, allez-y. Entrez, cherchez. Allez-y, bougez-vous les mecs. Rentrez dans cette maison, comme si elle vous appartenait. Bordel, soyez pas des timides, allez, rentrez. Et vous deux, là, vérifiez-moi l'autre côté. Pour mes soldats, hélas, c'est un peu une formation continue. Oui, ils ont l'air un peu timides. Ouais. En fait, ils sont partagés entre la peur de se faire tirer dessus et la crainte de ne pas détruire la maison des gens chez qui ils fouillent. Mais quand on fait ces opérations, il faut y aller comme si c'est vous le patron, sinon les Irakiens ne vous respecteront pas. Le sergent-chef commence lui-même la fouille, mais s'aperçoit très vite que la famille a été prévenue de l'arrivée des GIs. Hé les mecs, dites-moi un peu. Vous êtes allés dans la pièce du fond, là? Toi, t'es rentré? Alors allez voir et dites-moi ce qu'il y a de bizarre. Ah ouais, chef, ils ont déjà tout vidé. Ils savaient qu'on arrivait. Tout est ouvert. C'est comme si on avait déjà fouillé. Le sergent Walker a 26 ans, il vient du New Jersey. Moi, je les déteste pas, je les comprends, parce qu'ils font ce que je ferais s'ils étaient dans mon pays. Que je sois bien ou mal, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils savent ce qui est bon pour eux? Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font ce que je ferais si des types patrouillaient comme ça dans ma ville. Alors j'essaie de les traiter avec respect et dignité, et de pas foutre tout en l'air quand je fouille. Si tu n'as rien à cacher, dis-nous où sont les armes. Des armes, j'en ai pas. Il n'y a aucune arme ici. Si j'avais des armes, je ne serais pas restée en Irak. C'est ton mari qui a les armes? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée? Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi? Tu as des enfants? Non, c'est le fils de ma sœur. J'ai jamais vu une femme mentir comme ça. Si tu veux, je peux la frapper. Je la frappe tout de suite. Ça me pose pas de problème. Maman, c'est qui ce monsieur? 15 heures, c'est l'heure de la 3e prière de la journée. La patrouille rejoint sa base. Les fouilles sont terminées pour aujourd'hui. En ville, c'est le jour du marché aux bestiaux, mais le cœur n'est pas aux affaires. On ne parle que de l'arrivée des parachutistes de la 82e. Ils sont entrés par la force. On les fera sortir par la force. Nous nous battrons. Nous défendrons tous notre terre, tous les Irakiens. Depuis quand les résistants sont des terroristes? Ils veulent juste défendre notre pays, c'est tout. L'Amérique dit qu'elle est venue nous libérer, maintenant c'est à nous de nous libérer de l'Amérique. On dit que les combattants viennent de Syrie. Non, il n'y a que des Irakiens. Ce sont des Irakiens qui se battent. Un peu plus loin, dans l'un des lycées de la ville, même ressentiment envers les Américains. Le directeur vient tout juste de sortir de prison. Les GIs l'ont interrogé. Ils le soupçonnaient d'avoir participé à des attentats. L'avenir est incertain pour le moment. Les élèves ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils peuvent sortir de l'école et se faire arrêter ou bien même tuer sur le champ. Moi, j'ai passé 8 jours en prison. Et on a un élève d'une autre classe qui, lui, est emprisonné depuis plus d'1 mois. Les Américains n'ont aucun respect pour notre façon de vivre. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes un peuple qui veut vivre libre. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent que tuer, arrêter. Tout ce qu'ils nous font subir, on ne peut pas l'accepter. Et on ne l'acceptera jamais. Chez les GIs, c'est l'heure des rations de combat et des DVD. Au menu, hamburgers sous vide et crackers, devant un classique sur la guerre du Vietnam, bien sûr. C'est quoi la différence entre ici et le Vietnam? Ça n'a rien à voir avec le Vietnam. Non, ici t'as pas besoin d'aller chercher la baston, elle te tombe dessus toute seule. Nous, on cherche pas les fusillades.
Mais quand ça arrive, on s'amuse. Non, non, c'est pas les tirs de mortier ou les combats qui me font flipper. Ça, c'est moins dur pour moi que d'être loin de ma famille. De ne pas voir ma mère, mon père ou mon frère. On leur dit rien de ce qui se passe ici. On en dit le minimum, vraiment. On leur dit juste que tout va bien. Au rez-de-chaussée, le lieutenant Brown prépare déjà les opérations du lendemain. Avec une obsession, protéger la vie de tous ces jeunes soldats et surtout ne pas leur faire partager ses doutes. C'est difficile, on demande à des jeunes soldats de 17 ou 18 ans de prendre en un quart de seconde la décision d'ouvrir le feu, de tuer ou pas. Pour ça, il faut du discernement, il faut être capable de contrôler ses émotions, il faut avoir envie de continuer à aider même si on se fait tirer dessus, de se dire que tout le monde n'est pas l'ennemi ici. Vous avez déjà tué? Si j'ai tué moi? Je ne sais pas. J'ai vidé mon chargeur, j'ai vidé mon chargeur avec d'autres, et en face, je sais qu'il y a eu 5 morts. Mais je ne sais pas. Il faut quoi pour tenir ici? Il faut avoir une foi aveugle en ce qu'on fait. Et moi, je me demande si ce que nous faisons ici est vraiment juste. Mais je suis bien obligé d'y croire. Cette nuit-là, depuis la terrasse de leur QG, les Américains tireront plusieurs obus de mortier sur un terrain vague de la ville. Juste pour marquer leur présence et pour se rassurer, aussi, un peu. Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Le marin et la mer. Une histoire faite d'amour et de malheur qui perdure depuis la nuit des temps. Le Saint-Yves, un chalutier breton, trace sa route depuis 2 semaines vers Terre-Neuve. Jusqu'à présent, les prises sont maigres et le moral de l'équipage en berne. Dans cette nuit glacée, l'homme de quart, resté seul sous les étoiles, rêve-t-il aux vieilles superstitions et aux bateaux fantômes? Laisse-t-il son esprit divaguer dans la tempête? On peut l'affirmer, à en juger par le regard fixe qu'il porte sur l'horizon houleux et par ses mains crispées sur la barre. Pourtant, le marin est loin d'imaginer que la campagne de pêche à laquelle il participe va bientôt défrayer la chronique, qu'elle va surpasser les légendes les plus extravagantes qui se colportent de port en port, car la réalité est souvent plus insolite encore que l'imagination fertile des marins solitaires. Si on m'avait raconté cette histoire, je pense que je l'aurais jamais cru. Mais là, il se trouve que j'ai pris part, bien malgré moi, à ces événements et je suis bien forcé de reconnaître qu'il doit y avoir encore une part de mystère sur cette terre. Bon, on bien? Ouais. 3,5 sous. Moi, j'étais second sur le Saint-Yves. C'était la première fois que j'occupais ce poste. Vous imaginez un peu comment j'étais nerveux. Tu faisais bourde sur bourde. Mais on lui en tenait pas rigueur, on le connaît bien, notre Marcel. Toujours prêt à payer sa tournée. Et il tombait une putain de bruine depuis 3 jours. C'était pas compliqué, on n'y voyait rien à 20 mètres. Nous, on aurait déjà fait demi-tour si on n'avait pas eu les radars. Faut voir aussi le capitaine qu'on avait, Yann Crozier. Ouais. Une vraie tête de pioche, celui-là. C'est surtout qu'il était soucieux. Attends, il faut dire que la saison, elle avait été catastrophique quand même. Hein. Ah oui, il était trop vieux sur ce job. C'était un gars d'une autre époque, comme le Rafio d'ailleurs. Heureusement qu'on était une bonne équipe quand même. Ce matin-là, il y avait une purée de poids comme j'en ai jamais vu. C'était impossible de faire le point. Je suis monté au poste pour demander un coup de main au capitaine et c'est là que tout a commencé, quoi. Ouais, je me souviens, on était tous sur le pont. Et c'était tellement glissant que j'ai failli me casser la gueule. Alors j'arrive dans le poste de commandement et puis là, je vois un gars en vareuse bleue. Il était de dos, il regardait la mer. Moi, je pensais que c'était Crozier. Alors, je cherchais un petit peu mes mots pour pas qu'il se mette en rogne. Et puis, je m'approche de lui, je l'interroge. Et là, le gars, il se retourne, puis tout à coup, je me rends compte que c'était pas le capitaine. Et puis rien du tout, hein. Y a rien à faire, hein. C'était pas un gars de l'équipage. Hein. Ça, moi, je connaissais pas cette tête-là. Hein. Puis il était trop bien habillé, de toute façon. Marcel le Disquet se glace d'effroi. L'homme qui lui fait face lui est parfaitement étranger. Il ne l'a jamais vu à bord, il en est sûr.
Après 2 semaines de navigation, Marcel est naturellement capable de désigner chaque membre de l'équipage par son nom ou par son sobriquet. La fatigue, le chouchen dans le café, lui aurait-il brouillé l'esprit? Il scrute l'inconnu attentivement. Il est grand, distingué, imperturbable. Il est âgé d'une 40aine d'années, porte une barbe noire. L'intensité de son regard est hypnotique. Pétrifié, Marcel n'a pas la force de lui demander qui il est et ce qu'il fait là. Les 2 hommes se dévisagent en silence, et Lodiski ressent soudain un étrange et inexplicable sentiment de culpabilité. Je crois que j'ai dit un truc dans le genre « Excusez-moi, monsieur ». Je suis sorti sans demander mon reste. Hein. Non, j'étais complètement déboussolé, moi. Puis alors, les autres marins, ils continuaient de bosser, comme si tout ça c'était normal. Bah... Alors, il y avait le capitaine qui parlait, il était debout sur le pont inférieur. Je me suis approché de lui, en me demandant vraiment si j'avais pas rêvé. Je me souviens, il avait le visage tout blanc quand il a interrompu le capitaine. C'est sûr, Yann Crozier, il aimait pas beaucoup qu'on le dérange. Il t'a fusillé du regard et toi tu t'es empêtré dans des explications. Attends, ben moi je savais pas comment lui expliquer, t'es marrant. Je vois un gars élégant, un grand, dans la cabine, mec que je connaissais pas. Même moi j'y croyais pas. Enfin, comment c'était possible qu'on embarque un passager clandestin sur le Saint-Yves? Même un gosse de 4 ans, il pourrait pas s'y flanquer. Bon, alors à la fin, j'étais tellement paniqué que le capitaine, il a quand même accepté de me suivre. Marcel Lodiski et Yann Crozier retournent ensemble dans la cabine. Ils l'inspectent de fond en comble sans trouver la moindre trace du passage de l'homme mystérieux. L'inconnu a-t-il seulement existé? Marcel a-t-il été victime d'une hallucination? S'agit-il d'une apparition, d'un spectre, de l'âme errante d'un capitaine? Yann Crozier rit de bon cœur. Son second a dû forcer sur le chouchen, voilà tout. Mais Marcel insiste. Il jure ses grands dieux qu'il n'a pas rêvé. Cependant, tout en plaidant énergiquement sa cause, un doute s'installe dans son esprit. Moi, je savais plus du tout quoi penser, moi. Bon, c'est vrai que j'étais stressé par mon nouveau poste. Enfin, de là à aller inventer des passagers clandestins, quand même. Puis l'autre gars, il aurait très bien pu descendre par l'autre échelle quand il nous a vu arriver. Le poste de commandement était parfaitement rangé, comme à son habitude. Puis j'ai remarqué l'ardoise du capitaine posée près du tableau de bord. Et je lui ai donné sans rien dire. Ouais, c'était une de ses vieilles habitudes, ça. Il avait toujours une ardoise sous la main. Bah, il notait des choses où il faisait des calculs. Il m'a demandé si je m'en étais servi. Il m'a dit ça comme ça, sans réfléchir. Moi, j'ai une écriture de chat. Alors que là, les lettres, elles étaient bien formées, bien rondes, enfin, à l'ancienne, vous voyez, quoi. Ouais, j'ai lu le texte par-dessus l'épaule du capitaine. Et il disait juste gouverner Nord-Ouest. Alors, c'était bien la preuve qu'il y avait quelqu'un à bord, quand même, hein. Un clandestin ou un autre truc de moins catholique que ça. N'importe quel marin, il aurait eu les cheveux dressés sur la tête. Mais ça, c'était pas dans les habitudes de Crozier. Hein. Ah non, lui, il est resté calme, il nous a demandé de pas bouger, et puis il a été rassemblé tout le reste de l'équipage. Notre radio était en rade. À vrai dire, la situation était assez catastrophique. Ça faisait 12 jours que le Notre-Dame-des-Mers était pris en étau entre 2 plaques de glace. Alors j'ai fait faire un feu sur la banquise, et c'était surtout pour distraire mes gars. On était trop éloignés de toute voie de navigation pour espérer des secours. Les 9 premiers jours, je me suis efforcé de tenir mon rôle de médecin comme à l'habitude. Je montrais aux marins les techniques pour résister au froid. Bien sûr, j'étais conscient de la gravité de la situation, mais je m'efforçais de ne pas le montrer. C'est le 10e jour que tout a basculé pour moi. L'événement a eu lieu au matin du 10e jour. Le docteur Rosemar était absent lors du petit déjeuner. Alors, je suis descendu à sa cabine, inquiet. Il était étendu sur le sol, plongé dans un profond sommeil, proche du coma. J'étais très attaché à mon métier à l'époque, mais aujourd'hui, après ce que j'ai vécu, je ne suis pas sûr de pouvoir remettre les pieds sur un bateau. Bah à ce moment-là, il y avait juste le capitaine en face de nous qui nous demandait d'écrire gouverner Nord-Ouest sur un bout de papier. Il a bien vu tout de suite que le message, c'est pas nous qui l'avions écrit. Hein. Non, ça c'est sûr, aucun de nous, c'était pas possible. Parce qu'en fait, l'écriture, c'était
C'était plutôt l'écriture d'un homme de lettres, hein, pas celle d'un marin breton. Enfin, il n'y avait pas besoin de faire un dessin pour comprendre que tout ça, c'était pas naturel. Hein. Alors, c'est vrai qu'on commençait à se dire entre nous que Marcel, il avait rencontré un fantôme. Je peux vous dire que c'était pas rassurant. Et les fouilles n'ont servi absolument à rien. Il n'y avait aucun signe de clandestin à bord, pas la moindre couverture laissée à l'abandon, ni déchets de nourriture, ni rien de ce genre. On était tous là, debout, dans la brume, comme des sémaphores. On attendait que le capitaine nous donne un ordre, n'importe lequel. Moi, je l'avais jamais vu aussi sérieux. Mais je crois qu'il a eu une intuition, en fait. Parce que il a réfléchi un petit peu, et puis il nous a dit gouverner nord-ouest, puis c'est tout. L'ordre du capitaine est sans appel. Gouverner nord-ouest. Ce déroutage signifie pour les marins qu'ils vont devoir affronter les bourrasques de vent glacé et les premiers icebergs. Mais vont-ils pour autant percer le mystère de la présence de l'inconnu à bord et la signification du message qu'il a laissé? Les hommes en doutent, sans oser protester. Le capitaine Crozier semble si sûr de lui, comme guidé par une force qui le dépasse, comme mu par une fulgurante intuition. Durant 2 jours, la vigie scrute en vain la mer déserte. Alors que Crozier commence à douter du bien fondé de sa décision, qu'il s'apprête à ordonner de faire demi-tour, les infrastructures d'un navire apparaissent à l'horizon. En quelques minutes, tout l'équipage est sur le pont. C'était un petit chalutier. Il s'était fait prendre par les glaces, Dieu sait comment. Du Saint-Yves, on voyait les silhouettes des marins s'agiter sur la banquise. J'ai repéré tout de suite le drapeau français. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on était content de les aider dans tous les cas. Hein. Mais bon, c'était chouette de tomber sur des compatriotes. Le capitaine a ordonné à ce moment-là de mettre la chaloupe à la mer. Et on s'est retrouvés comme des forcenés à ramer vers la banquise. J'avais fait une erreur de navigation idiote. À cause de ça, on aurait pu tous y passer. La glace commençait à enserrer la coque du bateau. Une étreinte fatale. Et le pire, c'est que, vu le froid, j'étais même pas sûr qu'on sera encore assez vaillant pour assister au naufrage du chalutier. En fait, on a commencé à se diriger à pied vers le chalutier. Et tous les marins autour de nous, ils nous répétaient sans cesse, on savait que vous alliez venir, on vous attendait. Je suis monté sur le pont en m'agrippant à la rambarde, à peine remis de cet état comateux, et bizarrement, je savais exactement ce que j'allais voir. Quand j'ai vu le docteur Rosemar sortir sur le pont, alors là, c'est comme si j'avais eu un éclair qui me traversait de tout le corps. Alors j'ai attrapé Philippe par le bras et puis j'ai dit c'est lui. Voilà, c'est le gars que j'ai vu sur le Saint-Yves. Je suis resté dans cet état 8 heures environ. Et quand j'ai repris connaissance, je ne me souvenais absolument de rien. Par contre, j'avais comme une certitude, un bateau allait venir nous chercher dans les 2 jours. Je me rappelle, j'ai même pu faire une description précise du Saint-Yves. Lorsque le docteur Rosemar émerge du coma, il n'a aucun souvenir. Son corps et son esprit se sont-ils transportés dans une autre dimension pendant quelques heures? A-t-il déjoué l'espace-temps pour faire parvenir un message de détresse au Saint-Yves et sauver ainsi ses compagnons? Cette explication est trop extravagante pour que j'y puisse y souscrire. Mais, après avoir longuement décortiqué les éléments de cette affaire ahurissante, je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante. Alors plutôt que de me prononcer, je préfère penser qu'il s'agit là d'un nouvel épisode de l'histoire sans fin qui se joue depuis la nuit des temps entre l'homme et la mer. Les hommes pêchèrent leur tribut à la mer. À charge de revanche, la mer leur accorderait-elle parfois la grâce d'un miracle? Dans le village où j'habitais il n'y a pas si longtemps, les langues étaient bien déliées et les histoires savoureuses se colportaient sans qu'on les sollicite. Ainsi tenez, un voisin me rapporta une histoire de maison. Enfin, une histoire de vieille dame et de maison. Ou, plus exactement, une histoire de vieille dame, de maison et d'une étrange prémonition. Sur le coup, cette histoire m'a fait sourire. Et puis elle m'a intrigué. Et aujourd'hui, j'ai bien du mal à la chasser de mon esprit. Tenez, peut-être qu'en vous la racontant à mon tour, elle me laissera dormir. On dira ce que l'on voudra, mais Élise, elle y croyait. Moi pas, je vous l'avoue.
Mais j'ai bien fini par me rendre à l'évidence. Je vous dirai tout ce que j'ai entendu, hein. Ni plus ni moins. Puis vous ferez une opinion. La mienne, elle est déjà faite. D'après mon mari, techniquement, il n'y avait pas une chance sur... Combien il m'a dit? Sur 1 million pour que ça arrive. Alors vous allez me dire, une chance sur 1 million, c'est comme au loto. C'est du hasard. Bonjour, Mme Bernadette. Ah, c'est pour l'affaire Bialek. Écoutez, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est pas vrai, puisque les faits se sont vraiment produits. Et devant plusieurs témoins en plus. Ah, bonjour. Excusez-moi. Ah, c'était ma voisine, si on peut dire. Je la trouvais jolie. Sa maison, hein. Surtout son jardin. Élise, elle était très douée pour le jardinage. Quant à sa maison, elle s'en allait en morceaux depuis pas mal d'années. Bon, elle n'était pas non plus aidée par le terrain. Mon mari, qui est ingénieur en bâtiment, il a fait des recherches dans les archives. Et en fait, il a retrouvé les traces du lieu-dit Lannou. Et en fait, Lannou, en vieux français, ça veut dire terre grasse. Et ça, c'est pas bon pour les maisons. Excusez-moi. Alors, ici, nous sommes à la mairie, et la maison de Madame Bialek était au lieu-dit Lennou. Des fenêtres, on peut pas l'apercevoir, mais c'est pas très loin d'ici. Je l'ai visitée de fond en comble. Elle a été construite partiellement, à même le terrain sans fondation, et une autre partie sur une cave voûtée. J'ai même trouvé sur le calcaire de la voûte un nom gravé, Darmon. C'est le nom d'une vieille famille du pays. Il y avait aussi une date, 1832. C'est pour vous dire si c'est jeune. Puis alors les fissures partout. On aurait dit que la maison allait s'ouvrir en deux dans le sens de la longueur. Quant au toit, alors là, je vous en cause pas. Parce que Élise, elle voulait pas que j'en parle. Seulement le jour où monsieur le maire m'a demandé ce que j'en pensais, il a bien fallu que je lui réponde. Ouais. Cette maison devenait de plus en plus dangereuse. Et non seulement pour son occupante, mais aussi pour d'éventuels passants. Et d'ailleurs, mon prédécesseur avait déjà longuement parlé de la chose avec monsieur Bialek, Stanislas, le mari défunt d'Élise, qui avait répondu qu'il faisait ce qu'il pouvait par lui-même et que pour les gros travaux, il allait aviser. Et malheureusement, il est décédé avant d'aviser. Madame Bialek a accompagné toute sa vie son mari, marchand itinérant, et partagé ses tournées de village en village. Lorsqu'il meurt, sa veuve n'a même pas droit à une retraite décente, et elle est naturellement incapable d'entretenir la maison. Le jour où la maçonnerie de la fenêtre a failli lui tomber dessus, elle a vraiment eu peur. Elle ouvrait les volets d'en bas et crac, le linteau et un beau morceau de la façade qui dégringole. Elle a juste reçu un morceau de brique sur le bras, mais elle l'a reconnu quand même. Ma pauvre Lucienne, cette fois, c'est vraiment le commencement de la fin. Le danger devenait de plus en plus réel. Alors on a fermement insisté pour qu'elle fasse effectuer un minimum de travaux pour sa propre sécurité. Mais même un toilettage minimum, ça représentait une grosse somme. Il aurait fallu un chaînage. Vous savez, ce système avec un X en fer forgé qu'on met sur la façade, un autre par derrière, et entre deux, on met une chaîne qu'on serre. Ça rapproche, mais je sais même pas si ça aurait suffi. Hein. Et un jour, elle est arrivée à la mairie pendant une séance du conseil, et elle a posé son livret d'épargne sur la table. Et effectivement, elle était ric-rac. Hein. Je ne sais pas comment elle pouvait vivre décemment avec ça. Elle n'avait même pas demandé l'aide sociale. Bon, mais ça, je pense plutôt que c'était une question de dignité pour elle. Enfin bon, bref. Et elle nous a dit, en gros, ce jour-là, que, d'un ton très calme, hein, elle nous a dit que si sa maison représentait un patrimoine historique pour la commune, eh ben, c'était à la municipalité de payer les travaux. Et elle a ajouté, je m'en souviens, ce que je veux, c'est qu'elle tienne aussi longtemps que moi. Elle avait la santé à ce moment-là. Elle pouvait espérer vivre encore 20 ans. La commune aurait pu faire un geste. J'ai voulu faire voter une subvention, mais, il y a un mais, Stanislas Bialek était un partisan déclaré de l'ancienne municipalité que nous avions battue. Je dois reconnaître qu'il y avait encore des rancœurs, puisque le budget a été refusé. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Hypothéquer son bien, vous plaisantez. C'est ce qu'il pensait faire au début, hein. Mais tout était hypothéqué jusqu'à l'os du vivant de son mari.
Et puis vous connaissez, vous, des banques qui prêtent à une vieille dame dans ces conditions? Élise Bialek continue à vivoter dans sa maison, à s'occuper de son jardin et à ne rien demander à personne. Un matin, une caravane de gens du voyage, en route vers leur grand rassemblement des Saintes-Maries de la Mer, fait halte dans le village. Cet événement anodin va rapidement déclencher une succession de phénomènes extraordinaires que je vous laisse découvrir tout de suite. Les autres années, les gitans, ils venaient en masse à Nogent. C'était à quoi? À 30 km d'ici. Mais ils ont construit la centrale, et leur campement habituel, ben, ils l'ont fermé. Alors ils se sont répartis par petits groupes dans les alentours. La loi nous oblige à les accueillir pour un temps limité. Mais là, ils étaient presque aussi nombreux que nos résidents. Et puis, on n'est pas équipé en sanitaire pour une telle affluence. Alors, ça a créé des tensions. Le gros de la troupe a fini par repartir. Mais nous en est resté 4 ou 5 caravanes. Alors, on a demandé si quelqu'un pouvait prêter un terrain viabilisé pour les accueillir. Et là, alors, la réponse a été simple. Aucun volontaire, sauf Madame Bialek. Je sais pas ce qui lui a pris. Je sais pourquoi elle a fait ça, Élise. Je l'ai connue toute petite à l'école. À l'époque, elle s'appelait Élise Bonnet. Quand elle a été jeune fille, elle a rencontré son Stanislas, son Polonais. Il arrivait tout juste en France, il avait un accent. Le père Bonnet a fait un scandale du diable. Tout le pays les a regardés de travers. Elle a dû se battre pendant 5 ans pour arriver à l'épouser, son Polaque. Alors les étrangers, elle est sensible. Elle les a gardés plus d'1 mois sur son terrain. Elle les a même fait rentrer chez elle pour qu'ils se lavent. C'est plutôt bien passé en définitive. Quand ils ont annoncé leur départ, elle aurait pu les laisser filer discrètement. Mais non, Élise voulait absolument faire une fête d'adieu. Et pour être honnête, il n'y avait pas grand monde. Mais bon, vous avez l'air de bien s'amuser. On a été quand même quelques-uns à venir. Moi, j'avais cuit 2 tartes aux prunes. Mes 2 filles avaient préparé des salades, des brochettes. Et on a eu de la chance. On a eu un soleil magnifique toute la journée. Ils ont joué leur musique de Romanichel. Et en avant que je te gratte, et que je te gratte encore, et pendant des heures. Des gens formidables. Ben, le vieux gitan a voulu faire un discours. Il a dit texto, je l'ai entendu comme je vous vois, hein. Madame Élise, je voudrais vous faire un cadeau. Qui soit pas trop lourd et qui tienne pas de place. On ne le voit pas et c'est merveilleux. Je peux réaliser un vœu. Élise a été tellement émue par la petite fête que la tête lui a tourné. Peut-être aussi à cause de la coupe de champagne qu'elle avait bu. Avec Madame Chausson, on l'a fait rentrer au frais dans sa salle à manger. Et là, le vieux gitan s'est assis à côté de nous. Et il a dit, je peux vous apporter la protection. C'est un don que j'ai reçu de Dieu. Il a dit ça, mais sérieux comme un pape. Cet épisode folklorique et amical va rapidement s'effacer des mémoires au profit, 2 ans plus tard, d'un événement considérable pour une si petite commune, la construction d'une résidence pour personnes âgées à Saint-Martin, le chemin des Lilas. Élise Bialek est l'une des premières personnes à bénéficier d'un hébergement. Hélas, dans des conditions tragiques. Oui, c'est moi qui l'ai accueillie quand elle est arrivée chez nous, après un séjour à l'hôpital. Elle avait fait une occlusion artérielle, malheureusement suivie d'une hémiplégie. Elle ne pouvait plus être autonome chez elle. Et ses revenus ne suffisaient pas à payer son séjour. Alors notre assistante sociale a trouvé le complément par le département. Mais il a quand même fallu vendre les biens de Madame Bialek. Les meubles et les objets personnels sont partis à la salle des ventes, mais en ce qui concerne la maison, vu son état, les acheteurs se sont pas précipités. Ouais, elle aimait sa maison. M'en suis aperçue en fait parce que le hasard a voulu que sur la terrasse, là-haut, on peut l'apercevoir sa maison. Donc du coup, souvent on l'y conduisait, des jours où il n'y avait pas trop de vent. Et puis elle restait là pendant des heures à la regarder. Moi je craignais qu'elle ait un petit peu de peine.
Parce que elle se doutait bien qu'elle ne reverrait plus. Puis un jour, pourtant, elle m'a dit « J'ai toujours mon chez moi, je m'inquiète pas. » Et puis le lendemain, pendant le déjeuner, alors qu'on s'y attendait pas, elle s'est écroulée comme ça dans la salle à manger. Il y avait pas mal de monde à ses funérailles. Normal, hein. On la connaissait depuis toujours. Je m'en souviens. Le corbillard venait à peine de démarrer. Je dis au chauffeur, passe par les nous, elle passera une dernière fois devant chez elle. Je revois la scène. On avait à peine passé le bout du terrain qu'on a entendu ce craquement. J'étais dans le cortège. J'étais sidéré. Un tas de gravats dans un nuage de poussière. Alors bien sûr, les langues ont commencé à trotter. Et les gens ont reparlé du vieux gitan et de la protection. Et ils ont ri. Non, pas pour Madame Élise, hein, on l'aimait bien. Mais ils ont tous dit, si c'est ça, être protégé. Ça faisait beaucoup pour cette pauvre dame. La maladie, la paralysie, la chaise roulante et, pour couronner le tout, la maison qui s'effondre. Alors effectivement, si c'est ça, apporter la protection sur quelqu'un... Effectivement, on peut parler de cinglants démentis pour les amateurs de merveilleux. Et pourtant... Mais jamais, pas un seul jour, elle s'inquiétait. Elle se sentait vraiment protégée. Ils avaient vraiment tort, tous autant qu'ils sont. Parce que la promesse, elle avait bien marché. Nous, on était avec Élise et le gitan quand il lui a fait sa magie. Et on a vraiment bien entendu ce qu'elle lui a demandé, Élise. Elle a dit au gitan, je vous le dis texto, hein, ce que j'ai entendu, ni plus ni moins. Pour moi, je m'en fais pas. Et pour ma maison, j'aimerais bien qu'elle tienne le coup jusqu'au jour où je serai logé entre quatre planches. Élise s'écroule, sa maison s'effondre. Protection magique. Fadaise, répliqueront les rationalistes. D'autres penseront encore qu'il s'agit d'autosuggestion chez une vieille dame naïve et diminuée. Mais qu'importe après tout. Cette histoire finit bien, comme l'avait prédit le Tzigane. Élise Bialek nous a quittés entre quatre planches, pour un monde meilleur, au moment où sa vieille maison rendait l'âme, à sa manière. Pour les combattants, la guerre ne se termine jamais avec la signature d'un armistice. Ils la revivent chaque nuit, encore et encore. Le bruit des combats, l'odeur de la poudre, le sang versé des camarades. Mais qu'en est-il pour les civils? Pour ceux qui ne perçoivent des affrontements que des rumeurs lointaines? Leur peur n'est-elle pas plus intense encore? Car les visions de cauchemars qui hantent leurs esprits sont pour la plupart imaginaires. On se souvient de ce Japonais oublié sur une île déserte du Pacifique, persuadé que son pays était toujours en guerre et qui continuait à se battre contre des ennemis invisibles. Il était seul, coupé du monde. Comment pourrait-on envisager qu'un événement analogue puisse s'être produit en France, dans un pays peuplé, couvert de routes, doté de moyens d'information modernes? Impossible, me direz-vous. Eh bien, c'est pourtant l'histoire incroyable et tragique qu'a vécue Raymond Quincereau et que m'a raconté Henri Habert il y a quelques années. Nous sommes arrivés sur les lieux en fin d'après-midi. On nous avait prévenu que la veuve Quincereau n'était pas sortie de chez elle depuis 3 semaines. Une femme de 80 ans vivant seule, c'était pas la peine d'être très futé pour imaginer ce qu'on allait trouver. Et c'est comme ça dans les villages. C'est leur mentalité. On attend 3 semaines avant de prévenir la police. Le chef s'est avancé dans l'allée. Et une voix d'homme à l'étage s'est mise à nous gueuler dessus. Il nous menaçait avec sa pétoire. Il disait « Je sais que vous êtes avec les Boches !» Et le type dont il parlait, c'était Raymond. Raymond, mon premier amour. On s'était connus dans un bal 5 ans avant la guerre. On avait dansé ensemble. Il m'avait fait rire.
Parce qu'il était drôle, il était drôle. Qu'est-ce qu'on a pu rire tous les deux. Et puis, en dansant, vous savez comment c'est. Bon, c'était, évidemment, c'est pas comme maintenant. D'ailleurs, maintenant, ils s'embrassent plus parce qu'ils sont à 10 mètres les uns des autres. Mais là, c'était... Alors, on se faisait des bises. Et puis des bises, des baisers, des vrais baisers d'amoureux. Oh, qu'est-ce qu'il embrassait bien. Ça a été une période merveilleuse. Par contre, celle qui trouvait que ce n'était pas merveilleux, c'était sa mère. Une véritable carde. Elle ne pouvait pas me sentir. Elle était jalouse. Ça fait pas l'ombre d'un doute, elle était jalouse. C'était une petite vieille tout en noir. Je la détestais. Et puis, je crois qu'elle avait une pension de l'État, mais elle était radine comme c'était pas permis. Un jour, je vais chez eux pour aller chercher Raymond. Je ne sais pas pourquoi faire, peut-être pour aller faire un tour. Je me souviens plus très bien, mais enfin, je vais chez eux. Elle me laisse même pas entrer sur le pas de la porte. Elle me dit, mais alors, l'œil sec, elle me dit, Raymond est parti pour le maquis. Mon Raymond parti sur le maquis, pour le maquis. Pour se battre contre les Allemands. Ça, je trouvais ça très courageux. J'étais très fière de lui. Mais enfin, ce que je trouvais moins drôle, c'était qu'il risquait d'y laisser sa peau, quoi. Et en fait, j'ai appris plus tard, peu de temps après d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait été tué. En tous les cas, cet après-midi-là, j'étais en train de jouer avec les gosses du village, et quand on a entendu hurler, quand on a entendu crier le vieux, on a couru tout de suite pour aller voir l'enfermé. Dans le langage régional, l'enfermé est un paysan qui se barricade dans sa maison et menace les gendarmes avec un fusil de chasse. De nombreuses raisons peuvent expliquer ces brusques coups de folie. Une affaire d'héritage qui tourne mal, une saisie d'huissier, un abus d'eau-de-vie qui saccage le cerveau, ou tout simplement le poids insupportable de la solitude. Il en va tout autrement dans le cas qui nous intéresse. Depuis la mort de son mari et de son fils, la veuve Quincereau habite seule sa maison. Oh, certes, son caractère s'est aigri, ses réactions peuvent être imprévisibles. Mais ce n'est pas elle qui braque un fusil sur les gendarmes. C'est un homme déclaré mort depuis des décennies. C'était complètement absurde. Le chef essayait de faire comprendre à l'enfermé qu'on était venu seul, que les Boches n'étaient pas avec nous. Mais le type voulait rien comprendre. Alors, il s'est mis à parler d'une certaine Madeleine. On ne comprenait absolument rien. Il n'y avait aucune Madeleine au village. Ce type était complètement dingue. Et il ressemblait à la veuve Quincereau en plus jeune. Il juriait, il insultait. D'accord? Mais nous, on était de plus en plus nombreux devant la maison. Et ça le rendait de plus en plus fou. C'était dingue. Alors, il hurlait, il s'est mis à gueuler comme un branque. Vive la France libre! Fou. Et puis, il y a eu l'explosion. Au fond, on risquait pas grand-chose. La carabine était trop vieille, elle a pété dans les mains du type. Le temps de revenir de notre stupeur, et on entrait en force dans la maison. Le gendarme Habert emboîte le pas de son chef et traverse l'allée. Le jardin est en friche, totalement délabré. Mais le pire reste à découvrir. Le chef ouvre la porte de la maison et s'immobilise stupéfait sur le seuil. L'endroit est un cloaque. Tapisserie en lambeaux, traces d'humidité partout, meubles pourris, sol jonché d'ordures. Comme si le temps s'était figé. Comme si un monde chaotique s'était statufié au milieu d'immondices. Le sol était poisseux, d'une saleté repoussante. Ils avaient transformé tout le rez-de-chaussée en basse-cour. Il y avait des fientes sur les meubles, sur les tapis. Le chef, elle était tout retournée. Ils avaient aussi recouvert les fenêtres de papier bleu foncé, comme à l'époque du couvre-feu. À ce moment-là, ça nous est apparu comme un détail. Pourtant, la clé de l'énigme Quincereau était là, dans ce papier bleu foncé.
Alors le bruit a couru comme une traînée de poudre. Le blessé, eh ben, c'était Raymond, le fils Quincereau. Alors moi je comprenais rien puisque j'avais jamais entendu parler de lui. Alors j'ai demandé à un aîné, et l'aîné il m'a dit c'est normal parce qu'il est mort il y a 22 ans. Pendant que mon chef soignait les blessures de Raymond, j'ai entendu une voix sèche et haineuse nous prendre à partie. C'était la vieille Quincereau. Elle n'était plus qu'une forme noire, recroquevillée dans un lit d'une saleté repoussante. Elle disait qu'on avait tout cassé, qu'ils étaient bien tous les deux, elle et son fils, qu'il fallait qu'on les laisse tranquilles. Si la veuve Quincereau n'était pas tombée malade, combien de temps elle et son fils auraient-ils survécu dans ces conditions sordides, coupés de la réalité, isolés dans leur infecte gourbi? Alors que la vieille femme est conduite à l'hôpital, Raymond guérit rapidement de ses blessures, mais l'explosion de son fusil l'a définitivement aveuglé. Il conservera jusqu'à sa mort, gravées sur ses rétines, les images de sa dernière promenade à l'air libre. C'était en 1943. Peu après, les Quincereau sont interrogés par la police. Et une autre vérité se dessine peu à peu. Et elle est terrifiante. Alors, Marie, la mère Quincereau, avait tué Raymond sur le tard. Elle devait avoir dans les 40 ans. Et à cette époque, c'était vraiment tard pour une première naissance. Alors, elle était possessive. Elle a reporté tout son amour. Il y en avait que pour cet enfant. Elle l'étouffait, elle le gâtait. Le gâtait, je ne sais même pas trop si elle le gâtait, mais enfin, elle l'aimait à la folie. Elle l'aimait mal, l'étouffait. C'était vraiment... Elle avait reporté toute son affection sur lui. Pauvre Raymond. Une fois le père évincé, Madame Quincereau a pu mettre en marche son plan machiavélique. C'est Raymond qui m'a expliqué tout ça une fois qu'il a compris qu'elle l'avait manipulé du début à la fin. Au début, elle s'est servie de faits très réels, très concrets et très crédibles. Pour alimenter son mensonge, Madame Quincereau se servait des nouvelles alarmantes de la guerre. Des nouvelles locales, comme les nouvelles du front de Russie, par exemple. Elle disait qu'elle captait ça sur sa petite radio portative. En fait, le monde autour de Raymond se rétrécissait complètement et il se sentait complètement traqué. Il osait même plus sortir de sa maison. Et finalement, il s'était installé une espèce de petite chambre dans la cave. Parfois, la nuit, il arrivait à sortir de son trou, il marchait. Mais je sais qu'il n'osait jamais allumer la lumière, ouvrir une fenêtre. Il était complètement coincé. Quand on l'a conduit à l'hôpital, Raymond a hurlé pendant tout le voyage. Il disait qu'il refusait de partir en Allemagne. Il était persuadé qu'on l'amenait au fin fond de la Prusse effectuer le service du travail obligatoire. Quelques jours avant sa mort, il m'a confié son carnet. J'ai toujours du mal à lire ça encore maintenant, mais c'est la seule preuve de cette guerre imaginaire qui a complètement détruit la vie de Raymond. Tout en il y a un passage. Aujourd'hui, maman m'a dit que les Boches avaient perdu un combat en Afrique du Nord. Ils ont été repoussés, il y a eu beaucoup de morts. Mais ça ne change rien ici. Hier, elle a croisé une garnison à l'entrée du village et cherchait quelqu'un. Elle ne m'a pas dit qui, mais je suis sûre que c'était moi. C'est daté du 3 novembre 1960. Nous avons eu du mal à comprendre pourquoi Madame Quincereau avait inventé cette histoire à l'usage exclusif de son fils. Elle est morte sans nous le dire. C'est Raymond qui nous a mis sur la voie, plus tard, quand il a commencé à parler de Madeleine. On aurait dit un adolescent un peu timide, sauf qu'à l'époque, il avait 40 ans. Lorsque la presse invente de cette incroyable affaire, une corde de journalistes s'agglutine aussitôt au chevet de Mme Quincereau. La malade ne manifeste ni regret, ni culpabilité, car sa vie durant, elle a poursuivi avec acharnement un but unique, s'approprier son fils, le maintenir corps et âme sous son contrôle. Comme elle est le seul lien qui le relie à l'extérieur, elle multiplie les précautions pour préserver son terrifiant secret. Elle casse le poste de radio, explique à son fils que, faute de papier, les journaux ont cessé de paraître. Et pendant 22 ans, en mère abusive, psychopathe, Marie Quincereau entretient soigneusement sa mystification.
Par son intermédiaire, elle fait vivre à Raymond la plus effroyable des guerres. Et pour satisfaire sa folie possessive, elle n'hésite pas à recourir à tous les stratagèmes. C'est le gendarme qui m'a dit que Raymond était à l'hôpital. Raymond, vivant. J'ai voulu tout de suite aller le voir. Tout de suite, tout de suite. Je suis allée, je suis entrée dans sa chambre, sans faire de bruit. Il y avait une lumière merveilleuse. J'ai posé mon sac. Et il a dit « Madeleine !» Rendez compte, ça faisait 30 ans qu'il ne m'avait pas vu, il ne pouvait pas me voir, il était aveugle, qu'il ne m'avait pas entendu. Il a eu l'intuition que c'était moi, c'était magnifique, c'était merveilleux. Ils ont pris l'habitude de se promener comme un vieux couple d'amoureux, la main dans la main, assis là sur ce banc, et ils s'asseyaient sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ils étaient extrêmement touchants tous les deux. On a été heureux, heureux, heureux. Finalement, ce temps de bonheur qu'on a eu a payé largement toutes les larmes et tous les malheurs qu'il avait eus. Je vous ai dit que c'était mon premier amour. J'ai menti. Ça a été mon seul et mon unique amour. Il est mort il y a 10 ans, ça fait rien. On a été bien heureux quand même. C'est Madame Quinceron et sa folie de mère abusive qui a détruit leur vie et leur amour. En fait, dès qu'elle a compris que son fils allait épouser Madeleine, elle n'a pas supporté qu'une autre femme lui vole son enfant. Alors elle a tout fait, et puis voyant que lui-même était paniqué et ne sortait plus de la maison, elle en a profité pour évincer sa rivale. Elle a même proposé de se faire la passeuse de lettres entre les deux amoureux. Donc elle volait les lettres de Raymond, qu'elle cachait sous son matelas, et les lettres que Madeleine lui donnait pour son fils, elle les a interceptées au fur et à mesure. Je vais vous en lire une. Quelque chose. Elle date de 1948, le 18 mai. Mon amour, depuis l'échec du débarquement américain, je ne sais plus quoi penser. Combien de temps encore cette situation va-t-elle durer? Attends-moi, je t'en supplie. Je t'aime. Nous allons nous marier. J'ai la bénédiction de maman. Nous aurons plein d'enfants, car un jour, cette sale guerre sera finie. Bien à toi, Raymond. À sa manière, l'histoire de Raymond est un conte délirant, cruel, raconté par une mère abusive qui a sombré dans la folie. Pendant 1001 nuits, Scheherazade a tissé un fabuleux récit mêlant rêve et réalité, légendes et féeries. Et bien des siècles plus tard, Marie Quincereau a accompli un exploit plus incroyable encore, puisque son histoire, elle ne s'est interrompue qu'après 8030 nuits. Le mystère et les ressources de la génétique sont tels qu'à l'exception de quelques vrais jumeaux, chaque individu est parfaitement différencié. En dépit de cette réalité qui contribue à la grandeur de l'être humain, on prétend aussi que nous possédons tous quelque part dans le monde un alter ego, un autre nous-mêmes, un sosie inconnu. Cette théorie est-elle une légende ou une réalité? Eh bien, en juger par l'histoire singulière que je vais vous raconter maintenant, j'aurais tendance à croire qu'elle est bien réelle. Je m'appelle Valentine Berthoud. À la fin des années 90, Étienne et Valentine Berthaud, mariés depuis 3 ans, forment un couple apparemment très harmonieux. Valentine aime passionnément son mari qui vient d'ouvrir une agence immobilière dans Paris. Commence alors une série d'étranges incidents. Tout a commencé avec un coup de téléphone de Clémence, ma meilleure amie. Elle me disait qu'elle m'avait vu sortir d'une boutique des Halles avec Étienne. Étienne, c'est mon mari. Elle m'a dit, un peu vexée, « Tu m'as regardé bien en face et tu es passé comme si de rien n'était. » Moi, je n'avais aucun souvenir d'être allée dans ce quartier, dans cette boutique. De toute façon, c'est un quartier où je ne mets jamais les pieds. Je lui ai dit que ça devait être 2 autres personnes, forcément, un couple qui nous ressemblait. Et puis, il s'est trouvé que quelques jours plus tard, pour mon travail, j'ai dû aller dans ce quartier et je suis tombée sur la dite boutique. Forcément, je suis entrée. Je l'ai tout de suite reconnu.
Elle était venue une semaine avant acheter une robe. Une robe échancrée, très sexy, elle lui allait très bien. D'ailleurs, l'homme qui était avec elle l'a trouvée très jolie lui aussi. C'est pour ça que quand elle est revenue à la boutique, tout naturellement, je lui ai demandé si elle n'avait pas eu un problème avec son article. J'étais déroutée. Je lui ai dit que je venais dans cette boutique pour la première fois de ma vie. Mais elle insistait. Elle était très sûre d'elle, polie, mais finalement presque arrogante. Puis surtout, elle me regardait bizarrement, comme si j'étais folle, je crois. Oui, c'est ça. Comme si j'étais folle. Alors, pour lui prouver le contraire et la remettre un petit peu à sa place, je lui ai demandé si elle gardait trace des achats de ses clients. Elle a feuilleté un cahier et puis elle m'a montré le nom de mon mari, la date de l'achat et le numéro du chèque. Elle avait l'air totalement désemparée. Faut dire que c'était assez étrange comme situation. J'ai eu très peur. Enfin non, ce n'est pas de la peur. Je ne comprenais plus rien du tout. Mais ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Je suis très physionomiste. J'ai beaucoup étudié ça, moi, les rapports entre l'aspect physique des gens et leur psychologie. Pour moi, c'était la même femme. Bon, coiffée différemment, plus classique, plus poincée. Mais la même personne, hein. La même silhouette, la même voix, le même visage. La même femme, quoi. Elle m'a montré la robe que j'avais soi-disant achetée, décolletée, moulante, enfin pas du tout le genre de vêtements que je porte. Et puis, une fois rentrée chez moi, pour vous dire à quel point j'étais désemparée, j'ai cherché dans mes placards pour voir s'il n'y avait pas cette maudite robe. Évidemment, elle n'y était pas, et heureusement pour moi. Mais je dois avouer que j'étais plus que troublée. J'ai laissé passer un peu de temps, sans même oser parler de cette histoire à mon mari, ni même lui parler du chèque. J'ai préféré, j'étais paumée. Valentine Berthaud n'est pas au bout de ses surprises, puisque quelques semaines plus tard, elle tombe en arrêt devant son double. C'est impossible à décrire. J'ai cru me voir, moi, assise en face de mon mari à cette terrasse de café, alors que j'étais sur le trottoir d'en face. Un cauchemar. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais plus sûre d'être moi. À ce moment-là, mon mari m'a vue sur le trottoir d'en face. J'étais pétrifiée. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Il faut que je te parle. Ce soir, je t'expliquerai tout. » Et le soir même, il m'a tout expliqué. Cette femme était mon sosie et elle était sa maîtresse. Elle était mon sosie et elle était sa maîtresse. Cette femme, ce parfait sosie de Valentine, se nomme Chiara Miller. Étienne Berthaud a fait sa connaissance dans son agence immobilière. Chiara recherchait un appartement et Étienne s'était empressé de lui donner satisfaction. Puis, elle et lui s'étaient revus et ils n'avaient pas tardé à devenir amants. Mais comment s'expliquer qu'un homme puisse prendre pour maîtresse une femme qui est l'exacte réplique de son épouse? C'était très tordu de sa part, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais complètement déboussolée. Je ne pouvais pas supporter ça. Il y a eu des crises violentes, des disputes. À 2 ou 3 reprises, il m'a même appelé avec le prénom de l'autre, Chiara, et il a fini par me dire qu'il allait la quitter et que c'est à moi qu'il tenait. Un soir, Étienne était parti en province pour faire visiter une villa. Il devait rentrer tard dans la nuit. Moi, j'en ai profité pour aller au théâtre avec mon amie Clémence. Elle m'avait passé un coup de téléphone pour me changer un peu les idées et me sortir un peu. Mais Étienne Berthaud ne se rend pas en province pour les besoins d'une transaction. Il reste à Paris. Et embusqué dans son garage, il attend le retour de son épouse, un manche de pioche à la main. Vers minuit, il entend un bruit. Alors il se glisse hors du garage et distingue la silhouette d'une femme à contre-jour. Persuadé qu'il s'agit de Valentine, il lui assène une série de coups violents sur l'arrière du crâne. Quand la femme s'écroule sans vie, Berthaud réalise avec effroi qu'il vient de se méprendre. Il vient d'assassiner sa maîtresse. Quand je suis arrivée, ça venait tout juste d'avoir lieu. Étienne était blême, en sueur, il y avait du sang sur sa chemise.
Et quand il m'a vue, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'ai tout de suite compris qu'il avait cru me tuer moi. Et aussi incompréhensible que ça puisse paraître, j'ai décidé de l'aider. Après, tout s'est déroulé très rapidement. Nous avons mis le corps dans une bâche en plastique. Nous avons porté le corps dans le coffre de la voiture. Nous avons roulé jusqu'à cette forêt. Nous avons enterré le corps dans cette forêt. Tout ça sans dire un mot, et puis nous sommes rentrés à la maison. Et les jours qui ont suivi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça a été possible. Nous avons repris une vie de couple quasi normale, jusqu'au coup de fil de l'inspecteur. Je venais de recevoir une demande de recherche émanant d'une certaine Olga Miller qui habitait Grenoble. Elle s'inquiétait de la disparition de sa sœur Chiara. Il se trouve que Chiara Miller avait parlé à sa sœur de sa liaison avec Étienne Berthaud. Quand l'inspecteur est venu interroger mon mari, j'étais à la maison. L'inspecteur a paru surpris de ma présence. Alors mon mari lui a expliqué que j'étais au courant de toute l'histoire. L'inspecteur nous a donc informés des recherches réclamées par la sœur de Chiara Miller. Il se trouve que la maîtresse de mon mari avait écrit une lettre à sa sœur Olga quelques jours avant cette nuit épouvantable. Dans la lettre, elle disait qu'elle ne supportait pas l'idée de le perdre, qu'elle préférait disparaître pour toujours. C'était ses propres mots. J'ai fait faire quelques recherches sur l'écriture, la signature de cette fameuse lettre. Évidemment, elle avait été écrite par Chiara Miller. J'ai alors expliqué à sa sœur que Chiara, étant majeure, avait parfaitement le droit de disposer de sa liberté. On ne pouvait donc pas aller plus loin. Selon la police, l'affaire est classée. Chiara Miller a volontairement décidé de disparaître. Mais sa sœur Olga n'en croit pas un mot. Elle connaît Chiara mieux que quiconque, car elles sont jumelles. J'ai jamais cru à cette histoire de disparition. Je la connaissais par cœur, ma Chiara. Je peux vous dire qu'elle était têtue, la Olga Miller. Un soir, elle est revenue et m'a annoncé, en hurlant, « Non, ce n'est pas possible. Ma sœur n'a pas pu disparaître comme ça. » J'ai l'habitude. C'est un réflexe chez les gens qui cherchent un proche. Mais Olga Miller ne va pas en rester là. Malgré l'inertie de la police, elle décide de rencontrer Étienne Berthaud, l'amant de sa sœur. En fait, je savais très bien que si je ne faisais rien, la police classerait l'affaire. J'ai donc été moi-même chez Étienne Berthaud. Je voulais entendre la vérité de sa propre bouche. Il la crache, la vérité. Je me suis donc présentée chez lui, un soir, à 19h, à l'improviste. Il n'était pas là. C'est sa femme qui m'a ouvert la porte. Quand elle m'a vue, elle a été stupéfaite. En fait, je misais un peu là-dessus. Elle m'a prise pour Chiara, ma sœur jumelle. Et alors là, elle est devenue complètement hystérique. Elle m'a sauté à la gorge en criant « Attends, t'es morte, je t'ai enterrée !» Elle criait tellement que les voisins sont intervenus. Valentine Berthaud s'est trahie. La vision de cette femme en tout point identique à la maîtresse de son mari lui fait perdre la tête une fraction de seconde. Suffisamment longtemps cependant pour qu'Olga Miller comprenne immédiatement l'ampleur du drame et alerte la police. Le reste va très vite. Étienne Berthaud est écroué et condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Valentine, accusée de complicité, mais avec des circonstances atténuantes, purge, elle, 3 ans de prison. Astreinte depuis sa libération à un suivi psychiatrique, il ne se passe guère une journée sans qu'elle ne frémisse d'angoisse et de remords en croisant le reflet de son visage dans un miroir. Avoir un sosie quelque part dans le monde est une chose troublante. En avoir 2 est un cauchemar. On dit que les maisons ont une âme, qu'elles vous choisissent autant que vous les choisissez. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années lorsqu'au détour d'une forêt de chênes et de châtaigniers, j'ai découvert une maison en pierre ocre recouverte d'un toit de tuiles romaines. J'ai alors su, immédiatement, que j'avais atteint mon but, que cette maison m'attendait depuis la nuit des temps. En éprouvant un véritable coup de foudre pour une vieille demeure bâtie dans un village, une aventure similaire est arrivée au personnage de mon histoire. Nicolas est cadre commercial dans une importante concession automobile. Caroline, son épouse, est infirmière à domicile. Tous deux rêvent de fonder rapidement une famille et les 3 chambres à l'étage, le double living,
Le jardin arboré sont le cadre idéal pour bâtir leur avenir. Dès lors, pourquoi hésiter? Les jeunes mariés, sans plus réfléchir, se portent aussitôt acquéreurs de la maison. Nicolas Favrier est un homme rationnel. Cette maison semblait parfaite. Et pourtant... Ça faisait un bout de temps qu'on cherchait, hein. Faut dire, les prix augmentaient sans cesse, c'était assez décourageant, on pensait ne pas y arriver, quoi. Et en plus, on voulait des enfants. Il était hors de question, mais hors de question, d'éduquer nos enfants dans un petit appartement parisien. Et on est tombé sur cette annonce. Et il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la superficie, il y avait un terrain. Il n'y avait pas de voisin direct. Et puis alors il y avait un prix. Et quand on l'a visité, on n'y croyait pas. J'ai demandé tout de suite à l'agent immobilier de voir l'état des lieux. Il n'y avait rien. Aucune anomalie. Et là, j'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi la maison était à ce prix-là. Si la maison n'est pas chère, c'est qu'il y a malheureusement une raison un peu spéciale. L'agent immobilier nous l'explique. Faut dire que tout le patelin avait été complètement traumatisé avec cette affaire Bergeron. Un couple banal, sans histoire, et puis un beau matin d'hiver, le pauvre type a pété un câble. Il a égorgé sa femme sur le plancher de la cuisine, pour une simple histoire de petit déjeuner qui avait refroidi. C'est lui-même qui a appelé la police, hein. Il s'est livré comme un enfant. Bon. Les autorités ont liquidé les biens, et puis nous ont demandé de mettre la maison en vente. Je ne vous cache pas que l'histoire avait fait le tour de toute la région. La maison est devenue quasiment impossible à vendre. Nous avons baissé les prix encore et encore, mais rien n'y faisait. Quand M. Favrier nous a appelés, je lui ai fait visiter la maison. Le prix l'étonnait un peu. Bon, je dois dire que je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas qu'il croie à une arnaque. Hélène Bichat est une amie du couple. Malgré la mauvaise réputation de la maison, elle a incité ses amis à l'acheter. Caroline se faisait une joie de déménager. Partir de Paris, loin de la pollution, du bruit. Et puis bon, c'était le moment ou jamais d'élargir la famille. En plus, c'était pas loin de chez moi, donc on allait se voir beaucoup plus. Donc, le lendemain, elle m'a appelée. Elle me paraissait vraiment inquiète. Et puis bon, j'ai tout de suite compris quand elle m'a parlé de la maison du malheur. Hein. Dans la région, on la connaît très très bien, cette maison. Mais bon, vous savez comment sont les gens. Je lui ai conseillé d'oublier ça, Enfin, ça restait quand même une occasion. Nicolas Favrier est tiraillé par un sentiment contradictoire. Renoncer à posséder cette maison qui a été le théâtre d'un crime atroce, ou au contraire, profiter de sa mauvaise réputation pour l'acquérir à un prix dérisoire. Alors il pèse le pour et le contre, il argumente longuement avec son épouse, et puis, la raison triomphe de sa superstition, pourquoi en effet se priver d'une telle opportunité? Chaque maison ne porte-t-elle pas dans ses murs le témoignage de ses joies, des drames du passé? Des enfants naissent et grandissent, des vieillards décèdent dans les chambres, ainsi va la vie. Les Favrier signent l'acte de propriété, ils sauront bien s'approprier la demeure et effacer son héritage. Ah bon, après les travaux, la maison était méconnaissable. Et Caroline, je me souviens, elle semblait heureuse. Même si bon, de temps en temps, elle me disait, l'histoire l'avait un petit peu inquiétée, quoi. Moi, je lui disais, écoute, souviens-toi les raisons pour lesquelles on est venu là, je veux dire, les enfants. Donc voilà. Et puis on a organisé cette soirée crémaillère, et franchement, on était loin de se douter de ce qui allait arriver ce soir-là, même si on savait. C'était leur première fête chez eux. Caroline était emballée. Ils avaient invité la terre entière. Moi, j'étais un peu déçue de pas pouvoir venir, mais ma mère venait d'être hospitalisée. Caroline était radieuse, était épanouie. Puis la nuit avançait, les invités allaient repartir, prenaient leur voiture. Ceux qui avaient bu, on les avait mis derrière et les autres devant. Enfin, on avait tout organisé pour qu'il n'y ait pas de problème. Et vers les 4 heures du matin, il y a la gendarmerie qui nous appelle. Et Juliette, ma belle-sœur, venait d'avoir un accident. Elle avait percuté une espèce d'ivrogne qui s'était endormi au volant. Et elle est morte sur le coup. Cet événement se déroule le 16 janvier, soit très exactement 1 an jour pour jour après le drame qui a ensanglanté la maison. Faut-il y voir la marque d'une tragique coïncidence ou la répétition d'un maléfice? Les gendarmes s'interrogent, d'autant que Juliette, dans l'accident, a eu la gorge tranchée par le pare-brise.
Une précision morbide qu'il se garde bien de communiquer au Favrier. La maison du malheur frappe-t-elle tous ceux qui ont la mauvaise fortune de l'approcher? Y a-t-il une quelconque vérité derrière la légende de la maison maudite? Une année s'écoule encore, et plus le temps passe, plus la date anniversaire du meurtre et de l'accident mortel de Juliette se rapproche, créant chez Caroline et Nicolas un sentiment d'angoisse indescriptible. Caroline était très très angoissée. Elle était devenue superstitieuse, elle voulait même faire appel à quelqu'un pour chasser les mauvaises vibrations. Et moi je lui ai dit quand même, ça peut pas arriver encore une fois. Et là, elle m'a répondu jamais 203. Le 16 janvier, j'avais un voyage d'affaires en Allemagne, un rendez-vous très important, incontournable avec le fabricant de voitures. C'était planning annuel. Et je devais rentrer pour dîner. Et Caroline, elle se sentait un peu mieux, mais elle avait peur. Hein. C'était aussi l'anniversaire de la mort de sa sœur. Hein. Donc, moi, j'essayais de la rassurer du mieux que je pouvais, sans savoir qu'il y aurait une tempête de neige qui paralyserait toute l'Europe. Je me souviens, il y avait 40 cm de neige sur les pistes de l'aéroport de Düsseldorf. Et tous les vols étaient annulés. Alors je l'ai appelée, je ne pouvais rentrer que le lendemain. Et là, elle s'est mise à hurler de peur de passer la nuit toute seule à la maison. Elle me disait mais tu te rends pas compte, le 16 janvier, les bergerons, la mort de ma sœur. Bah oui, oui. Et là, moi, j'ai essayé de la calmer du mieux que je pouvais. Nicolas m'a appelé d'Allemagne. Il était très inquiet. Il redoutait quelque chose. Et il m'a demandé d'aller calmer Caroline, de la rassurer. Et ah oui, la ligne téléphonique était en dérangement, donc elle devait m'appeler un peu plus tard. Elle m'a appelée, elle pleurait, et elle m'a demandé de venir passer la nuit chez elle. Évidemment, c'était le 16 janvier. Et moi, je voyais la tempête dehors qui n'en finissait pas. Tout était devenu blanc. Mais bon, je pouvais pas laisser ma meilleure amie dans un état pareil. Hein. Et le problème, c'est que le téléphone il s'est mis en panne. Et là, c'est moi qui ai commencé à paniquer. Tandis qu'Hélène est en route, après le téléphone, c'est au tour de l'électricité de tomber en panne. L'obscurité envahit la maison. Alors Caroline avance à tâtons en se cognant au meuble. Elle trouve une bougie dans un tiroir de la cuisine et l'allume. Prostrée sur une chaise, le cœur battant la chamade, elle guette les moindres bruits en provenance de l'extérieur. 1 heure s'écoule. Elle ignore si Hélène a reçu le message de détresse que son mari a promis de lui adresser. Son amie va-t-elle venir apaiser son angoisse? Le trajet ne lui demande habituellement qu'une 20aine de minutes. Mais bien sûr, la tempête, les routes enneigées, l'absence de visibilité expliquent son retard. Mais un horrible pressentiment s'empare peu à peu de la jeune femme. Enfin, alors que ses nerfs sont prêts à lâcher, quelqu'un frappe à la porte. Caroline se précipite, sa bougie à la main, et ses traits se figent quand elle découvre qu'un homme inconnu lui fait face. Moi, je suis camionneur. Je fais l'international, alors j'ai l'habitude des mauvaises routes. Mais ce soir-là, c'était la Sibérie. Heureusement, j'avais mes pneus neige, alors bon, ça roulait encore. Je revenais de Belgique, quand j'ai aperçu sur le bas de la route une voiture, bloquée sur le bas-côté. La conductrice me faisait des grands signes, je me suis arrêté. Elle m'a raconté son histoire, il fallait que j'aille prévenir sa copine de toute urgence. La route était verglacée, mes roues glissaient tout le temps, et puis dans un virage, j'ai dérapé et je me suis retrouvée dans le décor. Et j'étais incapable de redémarrer ma voiture. Alors j'étais très très énervée, et en plus, je pensais à Caroline qui devait s'inquiéter, et j'avais même pas de portable pour la prévenir. Je suis arrivé à la maison qu'elle m'avait indiquée. Étant donné que j'avais mon 10 tonnes, je pouvais pas le garer devant leur entrée, je l'ai laissé sur le bord de la route. Je me suis approché de la maison, il n'y avait pas de lumière. J'ai sonné à la porte. Le lendemain, moi je rentre chez moi et je vois devant chez moi il y a les voitures de la gendarmerie. Et je vois il y a un lieutenant qui est en train de discuter avec un grand costaud. Et là je me dis c'est pas possible, il a dû se passer quelque chose. Et je bondis, et je vois le lieutenant qui s'approche de moi et qui me raconte que ma femme a eu un accident. Et le grand bonhomme aussi, il s'approche.
Et moi, je connaissais pas ce type-là. Hein. Ça me rassurait pas du tout, il était tout pâle. Et là, il commence à m'expliquer ce qui s'est passé. Caroline déverrouille la porte et se retrouve face à un inconnu couvert de neige, un étrange sourire posé sur les lèvres. Persuadée que le rôdeur va l'agresser, elle s'enfuit dans l'obscurité et elle heurte de plein fouet la porte vitrée du couloir. Sous la violence du choc, le verre se brise et un morceau tranchant comme une lame de rasoir lui sectionne la gorge. Le camionneur affolé alerte aussitôt les gendarmes et les pompiers. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il est déjà trop tard. Caroline s'est vidée de tout son sang. Comme nous sommes le 16 janvier, pour tout le monde, la maison du malheur a frappé pour la 3e fois. À peine remis du choc, Nicolas Favrier l'a revendu, non sans mal, pour une bouchée de pain, quelques centaines de milliers de francs. Un prix dérisoire pour une demeure de cette taille. Un cadeau. Peut-être un cadeau empoisonné de la cave au grenier. Il se passe quotidiennement beaucoup de choses dans ces ensembles démesurés que sont les grandes villes modernes. Des accidents de la circulation, des manifestations, petites ou grandes, sérieuses ou folkloriques, sans compter les infractions et délits en tout genre qui peuvent aller jusqu'au crime. Les faits que nous allons vous raconter se sont passés à Paris il y a quelques années. Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un événement qui, s'il est moins dramatique, sort bien davantage de l'ordinaire. Nous sommes en plein été, la ville désertée par ses habitants est livrée aux touristes, et c'est dans ces conditions qu'un personnage surprenant se met à sévir. La nuit est tombée, il fait une chaleur accablante, et chacun cherche avec difficulté le sommeil. Bien entendu, tout le monde, ou presque, a laissé sa fenêtre ouverte pour profiter d'un peu d'air. Et c'est alors qu'une ombre se glisse sans bruit le long des immeubles. Elle a la souplesse d'un chat, mais c'est un humain. C'est d'ailleurs le surnom qu'il ne va pas tarder à se voir attribuer. L'homme-chat. Je vous propose de suivre Olga, mon enquêtrice, qui est allée à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Voici le terrain de prédilection de notre héros. Un quartier paisible, désert à cette heure avancée de la nuit. Notre homme-chat peut donc escalader les façades de ces immeubles et se promener ensuite tranquillement de toit en balcon. 2 policiers ont été appelés par un particulier qui a entendu des cris chez sa voisine. Attends, freine, c'est là. C'est là, 103, voilà. Le jeune lieutenant Claire Doinon et son assistant Thierry Baudard arrivent sur les lieux. D'accord. T'as l'étage? Il y a un code, il y a quelque chose? Ok. Elle est au courant qu'on arrive? Bon, parce qu'on y va, là. Ok, tchou. T'es sûr de l'étage? Ouais, 5. Claire Doinon? Ah, bonjour. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard. Ça va? Ouais, les embouteillages. Pas de mal. Vous avez un petit peu de temps quand Oui, même? oui, je suis tout à vous. Bon, alors, la première question. Voilà, des voyeurs, il y en a partout. Des voyeurs qui regardent déjà les filles. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez voulu mener une enquête dans ce cas particulier? Ben, parce que quand même, un voyeur qui escalade les façades d'immeubles, c'est assez rare. Oui. Et puis non, à partir de la 3e plainte, ça commence à être le début d'une affaire. On s'est donc rendu chez Estelle Clément. Ouais. Elle était totalement tétanisée, mais tout de suite, elle nous a donné un indice important. Mais il s'est passé quoi exactement? Ben, je venais juste de terminer de manger et donc j'allais me déshabiller pour me mettre au lit. Et là, en me déshabillant, je regarde comme ça par la fenêtre et je vois un regard fixe. Ouais, qui vous dit quoi? Qui fait quoi? Mais qui fait rien, qui regarde juste avec un... autre chose que ses yeux? Non, je me souviens que des yeux parce que je pense qu'il était cagoulé ou quelque chose comme ça. Il est arrivé par où? Juste là, j'ai vu juste le haut de sa tête là. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a un monsieur qui est arrivé par la fenêtre, en cagoule, habillé tout de noir, avec des yeux verts,
Oui, c'est Oui, ça oui. et qui serait reparti par la fenêtre sans rentrer chez vous. Il est pas entré, mais Il vous a pas touché? Non, Il non. vous a parlé? Non, parce que dès que je l'ai vu, j'ai poussé un cri énorme et du coup, je sais pas, il est parti, mais je sais pas comment il a fait parce que je sais pas comment il a pu monter là. Et c'était la première fois, ça? Ah bah oui, c'est la première fois. C'est la 6e plainte en un mois. Le lieutenant Douanon et son collègue sont sur les dents. L'homme-chat prend de plus en plus de risques et de plus en plus d'assurances. La police ne souhaite pas ébruiter l'affaire, mais un quotidien titre sur l'homme-chat dans ses pages faits divers. Il faut dire que c'est l'été, qu'il ne se passe pas grand-chose. L'homme-chat arrive à point nommé pour remplir les colonnes. Le quotidien avertit ses lectrices. Fermez vos fenêtres, l'homme-chat pourrait être dangereux. Vous n'avez jamais mis en doute le témoignage d'Estelle Clément? Non. Enfin, elle aurait très bien pu rêver toute cette histoire, ou même la fantasmer. Vous savez, un chevalier, la nuit, une jeune femme seule. Bah, je sais pas, oui, c'est vrai, elle aurait pu. Seulement nous, à ce moment-là, ça fait déjà plus d'un mois qu'on travaille sur ce dossier. On a 4 plaintes. 4 brunes aux yeux bleus. Non, ce côté rituel, ça sent le dingue à plein nez. Enfin, le dingue, quand même. Enfin, c'est pas un agresseur à proprement parler, il a jamais rien fait à ces jeunes femmes. Il les a pas touchées, il a rien volé. Non, c'est vrai, bien sûr. Je sais pas, peut-être que certaines ont eu de la chance, qu'elles ont réussi à le faire fuir. La presse s'emballe. L'homme-chat est désormais décrit comme un psychopathe en puissance. Un lecteur est particulièrement attentif. La police est à nouveau alertée. Mais l'affaire prend un tournant dramatique. La théorie du rôdeur psychopathe s'est avérée exacte. Cette fois-ci, l'homme-chat ne s'est pas contenté de regarder. Tiens. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est les gars du labo. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'on allait faire un tour sur le toit, non? Ouais, on va faire ça. Elle s'appelait Mathilde Depardieu. 22 ans. L'autopsie signale qu'elle est morte par strangulation et qu'elle n'a pas été violée. Mais est-ce que la découverte d'un corps sur le parcours de l'homme-chat était une surprise pour vous et vos collègues? Non, en fait, on s'attendait à ce qu'il passe à l'acte un jour ou l'autre, mais pour moi, il y avait quelque chose qui collait pas. Bon, tu les appelles, tu demandes le rapport d'autopsie pour demain matin sur mon bureau. D'accord? Ouais, ok. Attends, c'est quoi ça? En sortant, le lieutenant Douanon fait une découverte qui vient perturber la belle logique des événements. Kamel? Une corde vient d'être retrouvée sur le toit de l'immeuble de la dernière victime de l'homme-chat. Oui, il faudrait faire une recherche d'empreintes. Ok. À ce moment-là, je comprends pas du tout ce que vient faire cette corde sur le toit. Jusqu'à présent, on avait eu affaire à un homme qui intervenait toujours en escaladant des façades d'immeubles à main nue. Oui, d'où son surnom d'homme-chat. Voilà, c'est ça. C'était sa marque. Et tout à coup, cette corde, comme un deuxième mode opératoire. 2 modes opératoires, donc peut-être 2 hommes. Seulement nous, on voit ça tous les jours quand même. On savait très bien que ce malade, il allait pas seulement se contenter de les yeuter de plus en plus près. Donc vous pensez que l'homme-chat et le meurtrier sont une seule et même personne? Ah oui. Ah oui, bien sûr, ouais. Moi, je pense même qu'il choisit pas ses filles au hasard. Ah bon? Et j'ai même mon idée là-dessus. Plus j'y pensais, et moins ça collait. Mais pour votre collègue, cette affaire s'enchaîne de manière assez logique. Oui, mais enfin... Vous savez, dans notre métier, tout de même, faut se méfier des évidences. C'est souvent plus compliqué qu'on croit. Surtout dans ce genre d'affaires, d'ailleurs. Non, il vaut mieux prendre un peu de recul avant de tirer des conclusions. Et pourtant, les preuves, elles sont évidentes. Donc, je suis allé voir Claire, et je lui ai proposé mon idée. Quelle idée? Je suis allé la voir et je lui ai dit, l'homme-chat, il emporte avec lui un rouleau de scotch. C'est pas pour rien. C'est pour bâillonner ses victimes. De toute façon, ils font tous ça. Hein. C'est plus que classique. L'homme-chat qui serait rentré chez elle, qui aurait fait un petit peu de bruit, ça l'aurait éveillé. Il se serait battu auprès du lit. Dans la bagarre, il aurait perdu sa cagoule. Non, ça colle pas. Disons qu'elle lui arrache. Là, elle voit son visage. Donc, il est obligé de l'éliminer. Donc, il l'étrangle. C'est quand même pas très crédible, hein. Bon, Claire, elle était pas super emballée par mon idée. Seul mon bureau, j'étais pas le seul à lui dire que ça collait. Hein.
En effet, le commissaire Pierre Franck, le supérieur de Claire, refuse d'accorder le moindre crédit à sa version. Pour lui, la théorie de Thierry Bodard est la bonne. L'homme-chat et le meurtrier ne sont qu'une seule et même personne. Mais Claire n'en démord pas. Comme il ne se passe toujours pas grand-chose en cet étouffant mois d'août, le meurtre de Mathilde Pardieu s'étale à la une de la presse quotidienne. Cette notoriété ravit le meurtrier. Claire retourne sur les lieux du crime. Elle examine attentivement les alentours. Plus elle étudie le comportement de l'homme-chat, plus elle doute de sa culpabilité. Claire est convaincue d'avoir affaire à deux hommes aux motivations totalement différentes. La psychose commence à s'installer. Elle est même à ce point palpable que des dizaines de témoins jurent avoir aperçu le fameux homme-chat au même moment et aux quatre coins de la ville. La police reçoit plusieurs dizaines de lettres anonymes s'attribuant les forfaits de l'homme-chat, parmi lesquels peut-être celle du véritable meurtrier. C'est alors qu'un flash info annonce que l'homme-chat vient de commettre un nouveau meurtre. Un homme a toutes les raisons d'être anéanti par cette nouvelle, puisqu'il sait qu'elle est dénuée de tout fondement, et pour cause. L'homme-chat qui escalade les murs à main nue, c'est lui. Vous êtes Thomas Ruffo, le célèbre homme-chat, le spécialiste de l'escalade à main nue. Et qu'est-ce qui vous motive alors? La grimpe. Je te jure, il y a que ça de vrai. Comme ça, tu vois, sans matériel, sans filet, sans rien du tout. Il y a juste la paroi et puis toi. Et voilà, et c'est tout. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est les monuments, mais bon, ça, la police, elle aime pas trop. J'imagine que quand vous avez appris que vous étiez suspect numéro 1, vous ne deviez pas vraiment être au comble du bonheur. Bah, je sais pas. Vous l'auriez été, vous? Non. Bah, rassurez-vous, je l'étais pas non plus. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, en premier, bah, j'ai voulu me rendre. Bah, à ce moment-là, pour moi, c'était la seule solution possible. Thomas Ruffo se rend donc au commissariat le soir même, sans plus attendre. Le journal télévisé de la veille a permis à Thomas de connaître le visage du policier chargé de l'enquête. Un visage qui n'est pas pour lui déplaire. Thomas observe avec intérêt le joli minois du lieutenant. Son attirance prend le pas sur ses bonnes résolutions. Il décide de remettre à plus tard ses déclarations à la police et de suivre la jeune femme. Thomas observe Claire longuement. Apparemment, elle vit seule. Le spectacle qui s'offre à lui ravit son âme de voyeur. Thomas est littéralement hypnotisé. Mais le physique du lieutenant Douanon ne correspondait pas vraiment à vos critères habituels? Mais j'ai jamais eu de critères. Vous trouviez le lieutenant Douanon joli? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Non, elle me plaisait pas du tout. Ah bon, pas du tout. Ouais, pas du tout. Le lendemain, à son réveil, Claire trouve un mot juste à côté de son lit. De toute évidence, l'homme-chat désire la mettre sur une piste pour prouver son innocence. Claire a très peu d'éléments pour avancer dans son enquête. L'analyse établie par la police scientifique révèle qu'aucune empreinte n'a été retrouvée sur le message laissé par l'homme-chat. Intriguée, elle décide de louer le fameux film d'Hitchcock. Quand j'ai visionné La main au collet, le film, en fait, ça a totalement confirmé mon raisonnement. Dans le film, on a un voleur qui est soupçonné de meurtre à la place d'un autre homme parce qu'il utilise les mêmes moyens pour pénétrer chez les gens. Oui. 2 hommes. Donc, l'homme-chat et le meurtrier pouvaient être 2 personnes différentes. Mais vous n'avez pas de preuves? Non, j'ai pas de preuves. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais lui tendre un piège, que j'allais tenter de le faire venir chez moi et j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Enfin, il y avait quand même peu de chances qu'il vienne chez vous, non? Oui, c'est vrai, mais je sais pas, j'avais comme une forte intuition. J'étais convaincue, je me disais que s'il était venu une première fois, il pouvait tout aussi bien revenir une deuxième. Ce sera bien la première fois qu'il reviendrait sur les lieux sans forfait. Et si c'est l'assassin, vous prenez un risque énorme. Oui, mais alors moi, j'ai jamais su faire autre chose que d'aller au bout de mes intuitions, alors...
Tu bouges pas, tu lèves tes bras. Décontenancée par son regard, Claire oublie ses réflexes policiers. L'homme-chat est venu lui apporter un nouveau message. La rose a fait son effet et Claire tombe sous le charme de ce personnage intrigant. Mais vous avez pris des risques quand même. Ouais, non. Non, et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que moi, je suis pas un meurtrier. Et je pouvais pas supporter qu'elle puisse le croire même une seconde, quoi. Il me demandait si j'avais aimé le film. Un escaladeur cinéphile. Ouais. Non, enfin aussi dans sa lettre, il me promettait de tout arrêter si j'acceptais de dîner avec lui. Ah oui. Oui, et alors ça a totalement confirmé mon raisonnement. Ah oui, on voit mal un assassin se rendre après une invitation à dîner, non? Une nouvelle jeune femme a été victime d'un meurtre. L'homme-chat a apparemment de nouveau frappé. Qu'est-ce qu'on fait, ce mec-là? Je me suis fait passer un savon, je te dis pas. Claire se laisse envahir par le doute. Malgré cela, elle décide de suivre son intuition. Harcelée par sa hiérarchie qui exige des résultats rapides, Claire décide de tenter le tout pour le tout. Eh ben, je me débrouille pour qu'il revienne chez moi. Donc tu fais toi l'appât. Ouais, je fais l'appât. Là, c'est trop Non mais ça marchera. De toute façon, t'as une autre solution? Hein? T'as une autre solution? On va faire ça béton et tu vas voir que ça va marcher. Allez, tout. À ce stade de l'enquête, moi je suis persuadée qu'il y a 2 hommes. Un romantique, un peu intrépide, et puis un fou, un dangereux, un assassin. Mais celui qui était venu chez moi, c'était pas celui-là. Et comment en êtes si sûr? Je sais pas, une sorte de conviction. Donc? Le meurtrier nous avait envoyé des messages dans lesquels il stipulait que l'homme-chat, c'était lui. Une sorte de provocation. Et alors? Alors j'ai décidé d'entrer dans son jeu et de le provoquer à mon tour. J'ai du mal à vous suivre, là. Mais si. Et manifestement, il jouait avec nous. Il devait lire la presse. Il observait nos réactions. Donc j'ai décidé d'appeler un ami, un journaliste, pour qu'il écrive aussi un article sur moi et sur cette affaire. Une sorte d'interview, si vous voulez. Et que disait cet article? Je le provoquais. Je disais que c'était un lâche, qui choisissait des victimes trop faciles, des femmes sans défense, que même les parois des immeubles qu'il choisissait étaient trop faciles. Je jouais de son orgueil. Je me disais que forcément, il devait relever le défi un jour ou l'autre et venir chez moi. Mais la probabilité qu'il tombe dans le piège est infime. Et pourtant, le criminel a bien compris le message. Pendant plusieurs nuits, Claire Doisneau va s'afficher à son balcon en attendant que le meurtrier morde à l'hameçon. Postée autour de l'immeuble et dans les étages, l'équipe du lieutenant est prête à intervenir à tout moment. Mais quel est votre état d'esprit à ce moment-là? La peur, j'imagine. La peur, oui, bien sûr. Mais quelque chose de plus fort que la peur, comme une grande détermination. En fait, j'avais très envie de montrer que j'avais raison. On était tous un petit peu inquiets pour elle. Mm. C'est vrai, on sait jamais ce qui peut se passer dans ces moments-là. Et enfin, le piège semble fonctionner. Claire espère que sa théorie des 2 hommes chats s'avérera juste. On bouge plus! Debout! Debout! Debout les mains en l'air! Debout! Debout! Allez! Hop! Debout! Debout! On bouge plus! En face de Claire, 2 hommes chats, le vrai et l'usurpateur. Et on bouge pas, stop! Vas-y! J'ai seulement profité d'un moment d'inattention pour me lancer à la poursuite du tueur. Ce mec-là qui se faisait passer pour moi, il fallait absolument que je le retrouve et que je le ramène. Mais enfin, vous étiez venu pour la protéger, vous en avez fait un peu plus alors. Ouais, si vous voulez. Pour elle?
Et aujourd'hui, vous pouvez m'affirmer que c'est bien ce qui s'est passé. Mais absolument. J'ai même tiré à 2 reprises pour tenter de l'arrêter. Arrête! Laisse. Attends, qu'est-ce que tu fais C'est pas là lui, c'est pas lui, je te dis, c'est l'autre. Donc vous n'êtes ni un violeur ni un assassin. Bah non. Désolé. Tout est parti d'une innocente balade nocturne. Ouais. Ouais, ça a commencé comme un jeu. À force de grimper sur les toits, t'as accès à un tas de trucs auxquels t'avais pas forcément pensé avant, y compris aux chambres des femmes. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut vraiment les approcher de très très près pour voir si elles sont jolies. Oui, c'est comme ça que vous êtes fait surprendre. Ouais. Exactement. Mais vous faisiez peur à ces femmes. Ouais, c'est vrai. C'est pas ce que je cherchais. Mais je regrette franchement de les avoir effrayées, toutes ces filles. Franchement. Après un traitement psychiatrique pour agression sexuelle, Georges Piel avait obtenu une libération pour bonne conduite. Le petit fait divers de l'homme-chat, monté en épingle par les journaux, lui aura donné l'occasion de récidiver. Au terme de cette rocambolesque aventure, on peut dire que Thomas, l'homme-chat, a eu de la chance. D'abord, bien entendu, de se sortir indemne de la situation dramatique dans laquelle il s'est trouvé, mais aussi de n'avoir pas été poursuivi pour les infractions qu'il a commises. Car escalader les façades, c'est interdit par la loi. Faire le voyeur l'est tout autant. L'ensemble aurait pu lui valoir plusieurs mois de prison avec ou sans sursis. Le plus étonnant dans le fond, c'est que ce jeune homme incontestablement doué pour la varap à main nue ait choisi de compliquer ainsi son existence et celle des autres. Car il existe des lieux où il aurait pu bien plus facilement satisfaire sa passion. On appelle cela, je crois, des montagnes. Il n'en manque pas dans notre pays. Et il s'y trouve des parois bien plus hautes que des immeubles sur lesquels il aurait pu exercer ses talents sans autre danger pour lui que les risques de l'escalade, et puis également sans déranger l'intimité des dames.